Je me suis ennuyé avec le DCA, trop passif pour moi à mon âge. Je vois pas ça comme une stratégie long terme viable. Je suis bien conscient que le DCA sur des ETF, c'est la manière la plus intelligente, la plus smart de gagner de l'argent à long terme en fait. Je suis pas expert, je suis pas trader, je connais pas, j'ai pas une boule de cristal dans les mains. Salut Jules. Salut Mounir. Jules, t'es chez Finary One. C'est ça. Donc gestion privée. Exactement. Et toi, t'es levé un matin et t'as dit, moi je vais battre Wall Street. Why not? Wall Street, vous apprécierez l'anglais. Wall Street. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Patrimoine brut et net de 37 000 euros. Là, le premier truc qui saute aux yeux, évidemment, c'est l'immobilier. Propriétaire d'une parcelle d'anciens terrains agricoles, donc assez random quand même comme truc. Est-ce que tu as fait comme Antoine et t'as acheté Non, j'ai eu un peu plus de chance qu'Antoine. La petite histoire, c'est que mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs. Il s'avère que donc à leur décès, c'est ma grand-mère qui a hérité d'une partie de ces parcelles, qui nous a fait donation à ses petits-enfants dont je fais partie. Ouais. Donc j'ai hérité entre guillemets d'une partie de ces terrains. Donc je ne peux pas te certifier sans héritage, malheureusement. Enfin malheureusement, j'en sais rien, mais en tout cas c'est comme ça. C'est des terres qui sont exploitées aujourd'hui? Non, c'est juste des terres vides sur lesquelles qui vont sûrement être achetées par un promoteur immobilier. Donc c'est pour ça qu'on prévoit avec mes cousins, frères et sœurs de vendre ces parcelles très bientôt. Ok, elles sont déjà constructibles C'est des terrains constructibles, tout à fait. Okay. Mais donc pour l'instant, il n'y a rien. Et puis on attend qu'un promoteur toque à la porte. Ok, si un promoteur veut se signaler. Du coup, Jules, tu as 21 ans, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu es actuellement en année de césure. Tu étudies où? Je vis à Paris. Et tes études, c'est dans quelle école? Je suis à Schema, donc j'ai commencé mon Master 1 à Schema au mois de septembre, et puis là, je suis en année de césure. Ok, trop bien. Revenu 1 400 euros net par mois, tes parents prennent en charge les études et le loyer. Ça, c'est plutôt. Ouais, j'ai de la chance, j'ai de quoi bien vivre. Surtout qu'à Paris, la vie coûte extrêmement cher. Donc, ça me permet de profiter un petit peu de Paris. Mais t'as bien raison. Premier pas dans l'investissement, donc t'as des parents qui n'ont pas de culture financière, t'as appris seul. Premier investissement avec mes jobs saisonniers. T'as fait quoi comme job? Alors j'ai fait plusieurs jobs. J'ai commencé à 18 ans. J'ai fait serveur, j'ai fait de l'intérim à l'usine pour des entreprises qui fabriquaient des pièces pour des voitures. À la dure? À la dure, c'est ça. C'était pas les métiers les plus simples, mais très formateurs. Donc voilà, des jobs vraiment classiques d'étudiants. Ok, et donc à 18 ans, tu ouvres un PEA, c'est plutôt précoce. Tu achètes 2 actions Sanofi pour profiter tôt de l'avantage fiscal, plus début d'investissement en crypto, prix moyen d'achat sur le Bitcoin, 35 000 euros. Ok, donc tu étais plutôt en avance. D'ailleurs, tu dis que tu t'es formé seul, tu as appris comment? Alors au début, c'était beaucoup avec des vidéos, notamment j'ai commencé à regarder la chaîne Finary. Beaucoup de vidéos, j'ai aussi eu la chance d'avoir de très bons professeurs. J'ai fait une licence économie-gestion, donc ça m'a directement plongé sur des cours comme macroéconomie, microéconomie, mathématiques financières. Donc tout ça combiné aux vidéos que je regardais, je lisais pas mal de journaux, les échos, etc. Tout ça combiné, ça m'a permis d'avoir, je pense, une culture financière assez solide pour commencer à investir. Trop bien. Du coup, phase d'expérimentation et prise de risque. Je me suis ennuyé avec le DCA, trop passif pour moi à mon âge. J'ai vendu une partie de mes ETF en DCA pour investir dans des options call, put. Call, c'est une option d'achat. Put, c'est une option de vente avec une stratégie basée sur la macroéconomie. On va rentrer dans le détail parce que ça, c'est quand même assez rare. Je pense qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui faisait de l'achat d'options vraiment de façon un peu industrielle. Je gère le portefeuille de mes parents avec une approche totalement différente, adaptée à leurs objectifs de vie. Tu le gères comment, leur patrimoine? Ils avaient déjà ouvert un PEA sur lesquels il n'y avait presque rien. Ils avaient beaucoup d'argent qui dormait sur des livrets. Et donc, je leur ai construit un portefeuille d'ETF assez simple finalement, assez diversifié. Une poche Europe, une poche États-Unis, une poche Asie, avec un petit peu d'obligataire dedans, et puis un DCA, j'ai pris ce montant-là, que j'ai coupé sur 6 mois. Et donc pendant 6 mois, ils ont investi tous les mois sur ces actifs-là, et puis ça permet de lutter contre l'inflation. Une de mes leçons, investir tôt, même sans tout maîtriser. Ok, du coup, objectif, un patrimoine conséquent et diversifié. Donc à moyen terme, avoir constitué un patrimoine financier solide, 500 000 euros, c'est beaucoup. Portefeuille idéal, 60% d'actions, 50% d'ETF et 10% de fonds actifs sélectionnés. Alors c'est intéressant parce que tu comptes revenir aux ETF plus tard. Ouais, complètement. Oui, en fait, pour mettre un petit peu de contexte, là, ma stratégie, quand je dis que j'ai lâché le DCA pour battre Wall Street, c'est qu'aujourd'hui, j'achète des options, mais c'est plus pour dans un but d'apprentissage. Je vois pas ça comme une stratégie long terme viable. Je suis bien conscient que le DCA sur des ETF, c'est la manière la plus intelligente, la plus smart de gagner de l'argent à long terme, en fait. Je suis pas expert, je suis pas trader, je connais pas, j'ai pas une boule de cristal dans les mains. Donc c'est vrai que c'est très ambitieux de se dire que je vais battre Wall Street, mais non, à long terme, je compte bien revenir sur des bases plus saines. Là, en fait, ma stratégie d'option, c'est vraiment dans un but
d'apprendre sur tous les actifs financiers avant d'avoir un CDI et de pouvoir vraiment investir durablement. D'ailleurs, vous voyez que entre Antoine et Jules, on est quand même sur des profils un peu orthogonaux en termes de façon de penser, mais c'est aussi ça ce qu'on recherche chez Finari. On recherche des gens qui pensent différemment parce que c'est l'agrégat de ces points de vue en fait qui permet derrière de construire un produit qui est différent, de faire une offre qui est différente et de quelque part d'innover. Du coup, actions, on l'a dit, 50% d'ETF, 10% d'actifs, de fonds actifs sélectionnés. Ok, on va voir. 15% d'obligations, 10% en ETF investment grade et 5% en fonds actifs high yield. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre de l'investment grade et du high yield? Ouais, alors en fait, investment grade, ça va être des obligations d'État ou d'entreprises qui vont être très bien notées. Donc, c'est le fameux triple A, double A. C'est ça, exactement. Donc, l'investment grade, ça va être de triple A à double B. Donc, ça va être des entreprises très qualitatives qui vont avoir peu de risques de défaut. Là où, à l'inverse, des entreprises dites high yield, donc de triple B qui vont jusqu'à triple C, ça va être des entreprises à risque, donc qui vont avoir un rendement plus important quand on va leur prêter de l'argent, parce que évidemment, il y a une prime de risque. Mais voilà, ces entreprises dans le high yield ont un risque de défaut plus important. 15% de private equity, 8% de Bitcoin et 2% de produits dérivés. Donc peut-être encore continuer à faire des options. Ouais. Je suis pas sûr de ça, mais je l'ai mis, je pense que ça peut toujours être intéressant. C'est ça. À long terme, à 25-30 ans, Jules, il est déjà en train de penser à la retraite. RP dans une ville de travail plus résidence secondaire, j'imagine, RS à Annecy, ok, peut-être avec le lac. Exactement. Patrimoine financier supérieur à 2 millions d'euros, revenu passif, 10 000 euros par mois. Le plan, il est établi, il est clair. La stratégie, tu nous as mis ton cash flow, tiens, on va le regarder. Ouais. Alors, le cash flow, je vous rappelle que si vous voulez faire le même cash flow, on vous met le lien dans la description, ou sinon vous connectez vos comptes sur Finari, vous avez la même chose, mais en automatique avec vos transactions réelles qui remontent. Mais en tout cas, ici, tu nous as mis le salaire, 1 400 euros, ensuite les investissements mensuels dans les options, du coup, on va regarder tout à l'heure ce que tu fais. La vie quotidienne, ça bouffe une énorme partie de ton budget, même la majorité. 1 000 euros, les courses, le restaurant. Pas mal budget restaurant pour ton âge. Budget sortie, ouais, ça coûte cher. C'est quoi les sorties c'est un petit peu tout. Ça va être soit le verre avec les collègues après le boulot ou les sorties le week-end. C'est vrai que de là où je viens à Nantes, c'était pas le même budget, mais à Paris, dès qu'on veut un petit peu sortir, ça coûte plus cher. Ça coûte cher. Bon, vous le remarquez, évidemment, il n'y a pas de loyer, puisque ça, c'est tes parents qui prennent en charge. C'est ça, exactement. Ça, c'est une grosse partie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le budget d'Antoine, c'était une énorme partie de, je ne sais plus combien il payait, mais je crois que c'est 700 euros. Et ensuite, en abonnement, tu as le sport, 30 euros. Tu as TGV Max. C'est quoi? C'est TGV illimité, c'est ça? C'est ça. En fait, je peux prendre autant de TGV que je veux partout en France. Parce que tu retournes souvent à Nantes? Ouais, je vais souvent à Nantes et en fait, l'aller-retour coûte un peu plus de 80 euros. Donc si je rentre une seule fois par mois, c'est déjà rentable. Pas mal. Court terme, 1 an, tu vas toucher un héritage de 30 000 euros d'ici 1 an, qui est donc différent de l'héritage... Non, c'est le même. C'est le même. C'est celui-là dont je parle. Okay. Donc en fait, je vais toucher l'argent dans 1 an. Parce que tu vas vendre sur la parcelle. Vente de cette parcelle, c'est ça, exactement. Et donc là, tu nous as mis le portefeuille que tu envisages de faire. Et donc à ce moment-là, tu arrêterais l'achat d'options, c'est ça? C'est ça, complètement. Là, je me reconcentrerais sur quelque chose de plus sain, entre guillemets, de plus long terme. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je pense l'argent que j'utilise dans les options, c'est pas de l'argent dont j'ai besoin. C'est plus, comme je l'ai dit auparavant, pour apprendre. Mais là, 30 000 euros, on ne parle pas des mêmes montants. Donc, il va falloir commencer à penser au futur. Et donc, comment tu as construit ce portefeuille? Je vois qu'il y a du small cap, il y a de la gestion active, il y a des ETF aussi. Donc, c'est quoi le rationnel là derrière? Il y a donc 2 fonds actifs. L'indépendance, dont tu as reçu le gérant. Gonce plusieurs fois, on va vous mettre le lien dans la description, les liens dans la description. J'ai pas regardé récemment, mais lorsque je l'avais reçu, c'était le meilleur gérant de small cap d'Europe. Je crois qu'on est sur une performance annualisée de 13% depuis l'inception, donc c'est monstrueux. Ouais. Avec une approche hyper intéressante. Voilà. Allez voir la vidéo, mais en tout cas, toi, tu veux mettre du indépendance AM dans ton portefeuille? C'est ça. Je pense que le marché small cap, ça va un petit peu se différencier du marché action traditionnel. En plus, avec ce gérant qui est surperformant, donc j'ai confiance. Moi, je pense que dans les fonds actifs, ce qui compte le plus à mes yeux, déjà, ça va être l'historique de performance, mais aussi le gérant qu'il y a derrière. J'aime beaucoup regarder qui est le gérant, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il propose. Pour Oddo BHF China Equity Star, c'est un peu le même principe que pour Indépendance. Je connais un petit peu le gérant et je trouve très performant, très intelligent, très smart. Il a une approche que je trouve très pertinente. Donc en fait, je pense presque plus faire confiance au gérant qu'au fonds en tant que tel. Et il bat son indice on peut regarder, mais il me semble, oui. Parce que moi, je le trouve certainement très sympathique, mais il bat pas l'indice, j'ai envie de dire.
quelle importance? On va regarder. Il a été créé récemment, il a été créé en juin. Ouais, il a été lancé en juin, mais il me semble qu'il bat son indice. Bon, le fonds, il est tout récent, hein, donc voilà, il est tout petit, 6 millions d'encours, Ouais. et il y a strictement aucune performance. Donc c'est très récent. Mais voilà, ma conviction aussi, c'est que là où je pense qu'un gérant peut être pertinent, c'est à mon sens plus sur des secteurs, alors la Chine c'est pas non plus niche, mais sur des secteurs voilà, qu'on ne connaît pas vraiment, que moi je maîtrise pas du tout en tout cas. Ouais. Je me dis qu'un gérant, je peux lui faire confiance, il sera sûrement beaucoup plus adapté que moi pour prendre des décisions de gestion sur des secteurs comme la Chine ou sur du small cap par exemple. Ok, ensuite je vois du gold, 5%, donc ça tu le fais via un ETF. C'est ça. Et derrière, c'est quoi la logique de la répartition? Je vois du Nasdaq, je vois de l'énergie, je vois du Stocks Europe. Ouais, alors je pense que le Nasdaq et le S&P Top 20, c'est pour avoir quand même une poche assez conséquente sur les États-Unis. Top 20, c'est quoi? C'est les 20 plus grosses capis? Du S&P 500, exactement. Okay. Et donc bon, voilà, le Nasdaq est déjà en euros pour minimiser un risque de taux de change sur l'ensemble du portefeuille. L'énergie sector, bien parce que je pense que le secteur de l'énergie, c'est un secteur qui va être un petit peu décorrélé des marchés, justement, par exemple, de la tech US. C'est un marché essentiel où, à mon sens, ne mourira jamais. Du stock 600 pour être toujours exposé à l'Europe et le global luxury. Un petit peu dans la même idée que pour l'énergie sector. Je pense que le luxe, c'est un secteur qui est très important, qui aura tendance à survivre aux crises. Je pense notamment à Hermès, qui est une entreprise que je trouve ultra intéressante de par sa rareté en fait et les clients qu'elle attire. Le fait de vendre des choses chères. Dans quelle mesure Exactement. ce portefeuille, il a un overlap, il ressemble quelque part à un MSCI World? Est-ce que tu l'as comparé? Je ne l'ai pas comparé. Pour être honnête, c'est vrai que j'aime bien prendre des décisions de par moi-même. Pour être honnête, ouais, je n'ai pas comparé avec le MSCI World. Mais on peut le comparer, on peut comparer les paires. Du coup, les questions que toi tu te poses, comment vois-tu l'avenir de la gestion d'actifs? Quelle stratégie les sociétés de gestion vont-elles adopter pour rester compétitives? Intéressant. J'ai la conviction que parfois les fonds actifs peuvent être un meilleur investissement que les ETF, par exemple les obligations high yield. Action small cap, penses-tu que c'est une erreur dangereuse à mon niveau d'investisseur? Et donc tu m'as donné quelques peurs. Mais avant ça, on va regarder ton lien Finari. Moi, ce qui m'intéresse, ah oui, tu viens d'ajouter ta parcelle. Bon, la parcelle, ça on en a parlé, c'est très clair. Côté crypto, tu nous as dit que tu faisais un DCA. Tu le fais encore le DCA? Non, j'ai arrêté de le faire, le DCA. Je me renseignais beaucoup sur les cryptos. Donc j'ai commencé à investir sur Bitcoin au novembre 2021. Donc à l'ATH Bitcoin, j'étais pas au meilleur moment. Et ensuite, j'ai fait un DCA, pas de manière régulière, mais j'achetais en fait à chaque baisse. Okay. Donc c'est pour ça que je considérais ça comme un DCA. Ce qui m'a fait ce prix moyen à 35 000 €. Qui est pas mal. Qui est pas mal. Voilà, j'ai racheté 40, à 30, à 20. Ça te fait une plus-value latente de plus 185%, enfin une performance latente. Dans les actions et les fonds, et c'est là où ça va être hyper intéressant. Donc on va commencer par le bas. Tu as du Indépendance AM déjà via un compte IBKR. C'est ça. Tu as, d'ailleurs, tu aurais pu le mettre dans un PEA, PME, je pense, ce fonds. Tu as un PEA à la Banque Postale. C'est ça. Et donc tu as du Alstom, du Sanofi, c'est les fameuses deux actions, c'est les premières, c'est un peu de la nostalgie. Exactement, j'ai jamais voulu les vendre. Ok. Et pas mal d'ailleurs, Alstom, 80%, c'est énorme. Et donc derrière, tu as ton compte titre Trade Republic, et c'est ça qui va nous intéresser puisque tu as actuellement deux options. Enfin, tu as donc du LVMH que tu pourrais mettre dans ton PEA. Ouais, c'est vrai. Et tu as donc un put Nasdaq et tu as un call LVMH. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne par exemple le put Nasdaq et qu'est-ce que tu veux faire avec ce produit? Ouais, alors en fait, un put, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une option de vente. Ouais. Donc ça veut dire qu'on parie à la baisse. En fait, le put, il va me donner le droit d'acheter un actif sous-jacent, donc en l'occurrence le Nasdaq, à un prix fixé, à une date fixée. Donc voilà, moi j'ai la conviction que le Nasdaq aujourd'hui est très haut. À moyen terme, donc dans les prochains mois... Ça c'est juste un fait, c'est pas une conviction. Oui, c'est un fait. Le Nasdaq est très haut aujourd'hui. J'ai plutôt la conviction que à moyen terme, il va y avoir une correction. Grosse ou pas, l'avenir nous le dira. Mais je pense qu'il va y avoir une correction. Encore une fois, bon, je me base sur quelques indicateurs comme l'inflation aux États-Unis qui reste très persistante. Je pense qu'on n'a pas eu encore tous les effets des droits de douane de Trump. Et que qui dit inflation persistante dit pas forcément de baisse de taux ou alors des baisses de taux moins importantes que ce que le marché a déjà pricé. Et en fait, on sait que inflation égale hausse de taux ou taux qui reste au même niveau. Qui dit taux reste au même niveau, dit les entreprises de la tech, donc en l'occurrence le Nasdaq, qui se retrouvent dans des mauvaises postures. Et donc ça, c'est une position que tu as ouvert à quel moment? Je l'ai ouvert il y a un mois.
Donc il y a un mois. Le Nasdaq, entre-temps, il a gagné 6%. Ma position, elle est bien en négatif pour l'instant. Elle est bien en négatif. T'as du levier là-dessus Ouais, il y a un énorme levier en fait, parce que dans les options, il y a ce qu'on appelle le delta. Ouais. C'est quand l'actif sous-jacent, en l'occurrence le Nasdaq, bouge d'un certain pourcentage, et l'option varie elle aussi, mais d'une manière bien plus importante. Plus amplifiée. Plus amplifiée, exactement. Donc il y a un effet de levier, exactement. C'est aussi pour ça que j'ai acheté des options. C'était pour pouvoir bénéficier potentiellement d'un effet de levier sur mes convictions. Là, t'en bénéficies bien, mais dans le mauvais sens. Donc exactement. Ça fait partie du jeu. Et par contre, tu as acheté un call LVMH, et donc là, quelque part, tu es long avec aussi un leverage. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, le warrant call, on peut l'avoir sur 6 mois. Bah oui, et LVMH, LVMH c'est plutôt flat, voire down un peu en fait. Ouais, c'est un petit peu remonté récemment, mais ça reste très loin des niveaux qu'on a connus d'LVMH. Ouais, un an, ça fait moins 20%. Ouais, c'est pas terrible, mais bon, ça remonte un petit peu. Et donc là, comment ça se fait que tu sois en perte quand même sur ce call? Parce que je l'ai pris à un moment. En fait, pour la petite histoire, j'avais déjà acheté un call avant sur LVMH qui avait bien fonctionné. Je l'avais revendu parce que j'avais fait de bonnes performances et donc j'ai racheté un call plus récemment. J'ai la conviction que LVMH, c'est une entreprise très solide, avec de très bons fondamentaux et que l'effet des droits de douane, notamment, ça a joué en leur défaveur. On a aussi la Chine qui a acheté moins de luxe, etc., qui a ralenti, exactement. Donc moi, je pense que ça va repartir dans le bon sens pour eux grâce à leurs bons fondamentaux. Et là, si vous avez vu le talk avec Anis Lajnef, on parlait justement ce qu'on appelle les Grecs, tu as parlé du delta, mais donc il y a la sensibilité, il y a aussi le theta, le vega, etc. Ce qu'on voit quand même, c'est que quand ça part dans le mauvais sens, ça part plutôt fort. Ouais, exactement. Là, après, tu l'as fait sur des petits montants, donc j'ai envie de dire, c'est une taxe d'apprentissage. C'est ça, c'est vraiment ce que j'imagine, une taxe d'apprentissage, et puis si ça peut me réserver de bonnes surprises, je prends. J'ai envie de te dire, pourquoi pas, puisque au pire, si tu perds 200 €, je pense que tu vas t'en remettre. Oui, je m'en remettrai. Peut-être que tu n'iras pas faire des sorties pendant un mois, parce que là, c'est ton budget sorti et combiné. Donc, c'est pas très grave. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand ça part dans le mauvais sens, on le voit ici, c'est quand même amplifié. On amplifie, d'ailleurs, on l'a vu, là, le delta est quand même largement inférieur à 1. Donc, ça bouge beaucoup plus fort. Il faut l'avoir en tête. Sur ta première question, comment vois-tu l'avenir de la gestion d'actifs? Quelles sont les stratégies les sociétés de gestion vont adopter? Ça va être très dur. Je pense que le move qu'on voit en ce moment, c'est que les grands gérants d'actifs comme BlackRock vont dans ce qu'on appelle les private assets. Je pense que c'est un thème que vous couvrez pas mal chez Finary One en gestion privée. Et ils ont fait plusieurs acquisitions. Et la grosse nouveauté, c'est qu'il y a ce push pour démocratiser l'accès aux private assets, notamment via ce qu'on appelle les fonds LTIF. Alors LTIF, c'est pas du tout nouveau, mais maintenant il y a un truc qui s'appelle LTIF 2. Voilà, c'est le nouveau. C'est la nouvelle version. Je ne suis pas fan de LTIF, je vous le dis comme ça. C'est mon point de vue. Je pense que le private equity, au sens stricto sensu, c'est-à-dire des fonds professionnels qui rachètent des entreprises et qui ensuite vont les transformer pour les revendre plus tard, c'est un type d'opération hautement illiquide. Je pense que ça devrait être réservé à des investisseurs professionnels. Là, j'ai un peu l'impression qu'on pousse parce que les gérants d'actifs cherchent des nouveaux clients plutôt que dans l'intérêt du client. Le client, en réalité, il a un marché qui est incroyable, qui est extrêmement efficient, qui s'appelle la bourse. Il peut y acheter et vendre ce qu'il veut. Pourquoi aller le mettre dans des fonds? Alors, on va me dire qu'il y a des fenêtres de liquidité, mais les fenêtres de liquidité, ça marche que si il n'y a que certaines parties de la NAV qui est vendue. Si on va au-delà du buffer, au-delà des gates, donc 5, 10, 15%, en fait, c'est bloqué. Donc, la fenêtre de liquidité, c'est comme sur les SCPI. Ça marche très bien jusqu'au jour où ça marche plus. Enfin, c'est pas intéressant, je trouve, pour les particuliers. Je trouve que c'est plutôt dangereux. Il y en a pour lesquels ça va être intéressant. Pour les gros patrimoines, c'est très intéressant parce qu'ils ont une surface financière qui leur permet de diversifier et donc d'accepter qu'une poche soit hautement liquide. Pour les autres, ça l'est un peu moins. Mais pour les gérants actifs, tu l'as vu ici, à part un Indépendance AM ou un autre gérant d'ailleurs qui va vraiment battre son indice, j'ai du mal à voir comment le gérant va rester pertinent. Si ce n'est dans une niche très particulière. Je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés de gestion justement pour attirer toute cette jeune clientèle attirée par les ETF qui se mettent à proposer des ETF actifs c'est vrai. Avec des frais moindres qu'un fonds actif. Mais supérieur à un ETF classique. Supérieur à un ETF classique, mais pour au final avoir quand même une gestion derrière. Voilà. T'as des smart bêta, t'as plein de choses. Alors c'est pareil, moi j'ai envie de dire, c'est comme acheter un ETF Bitcoin. Achetez juste l'original, pourquoi vous voulez la copie? Achetez, si vous voulez faire un ETF actif, quel intérêt? Soit on est passif, soit on ne l'est pas. Donc
Après, on peut optimiser en réalité. Les indices sont parfois faits de façon un peu bête. Ils sont équipondérés, donc en fait, on peut rebalancer ça. Moi, je trouve que typiquement, le S&P 20, c'est déjà beaucoup plus intéressant que faire un ETF actif, puisque le S&P 20, il va simplement dire qu'en fait, la performance du S&P sur les dernières années, elle s'est faite en grande partie sur les top 20 positions du S&P. Donc, on le voit, cet ETF a pris le pari de vous proposer que les 20 premières. Ça, je trouve ça intéressant. Mais encore une fois, pour moi, ça doit rester de la gestion passive. Sinon, ça ne s'appelle plus un ETF, ça s'appelle juste un espèce de machin de marketing. Tu as la conviction, par contre, que les ETF peuvent être meilleurs sur des segments. Alors là, je pense que tu as complètement raison. Et donc, tu nous as mis des stats, un fonds actif high yield versus un ETF high yield. Alors, qu'est-ce qu'on regarde là? C'est quoi les deux colonnes? Alors, la première colonne, c'est un fonds actif high yield. Chez Odo. Et la deuxième colonne, c'est un ETF high yield. Ok, donc là, le fonds, déjà, il est daté. Ouais, il est daté. On voit que c'est un fonds Target 2028. Et en face, c'est un ETF classique. Mais les deux ont le même type de sous-jacent. C'est ça, exactement. Et en fait, ce que je trouve intéressant, justement, alors, ça va être un des rares cas, je trouve, où le fonds actif va être plus avantageux qu'un ETF, pour la simple et bonne raison que le mécanisme de l'ETF sur les obligations, ça va être de surpondérer les entreprises qui sont les plus endettées. Oui. Donc, par nature, une entreprise, plus elle sera endettée, plus elle sera pondérée dans l'ETF. Or, pour du high yield, donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être des obligations risquées, qui ont un risque de crédit très important, ou plutôt important. Plus important. Exactement. Et donc, en fait, mécaniquement, on peut retrouver des entreprises qui vont être très endettées, pas forcément pour les bonnes raisons, car on est sur des obligations à risque. Et donc, mécaniquement, des obligations avec des entreprises potentiellement très mauvaises pourront être surpondérées dans l'ETF, là où un gérant pourra faire la part des choses et discerner une entreprise qui se surendette parce qu'elle veut de la croissance, ou bien une entreprise qui se surendette parce qu'elle est en train de mourir. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu l'effet inverse des actions, puisqu'on peut se dire que plus une entreprise est grosse, quelque part, plus elle a du succès. Alors, c'est pas toujours vrai, parce qu'évidemment, il y a des boîtes qui sont survalorisées, mais sur le long terme, les marchés sont quand même efficients, et donc c'est la croissance des revenus qui va permettre à une entreprise de croître en bourse. Et donc ici, on voit que, par exemple, c'est des horizons de temps assez courts, mais sur 3 ans, c'est quand même pas anodin. Bah oui, le high yield de Odo fonctionne beaucoup mieux que l'ETF. En year-to-date aussi, ça peut être intéressant. Toi, du coup, c'est ce que tu comptais d'ailleurs mettre. Alors, je pense que je ne l'ai pas mis ici, parce que ici, c'est le patrimoine que je vais faire une fois que j'aurai l'héritage. Ah oui, non, tu n'as pas d'obligation. Donc là, ça sera vraiment que des actions, mais à plus long terme, donc à 10 ans, pourquoi pas, je pense que je mettrai des obligations, une partie investment grade, pour avoir des sources de revenus, avoir un peu de liquidité dans mon portefeuille pour pouvoir racheter en cas de baisse. Un peu de cash. Voilà, un peu de cash, un petit peu décorrélé du marché action. D'ailleurs, on voit que tu as un livret A, du coup. Tu n'as pas de livret d'épargne populaire? Non. Peut-être une opportunité de... Tu pourrais arbitrer en faveur du LEP. Je rappelle que le taux est plus élevé. Alors, j'ai plus le chiffre exact du taux, mais il est plus élevé, même s'il a bien baissé. Voilà, 2,7%, quand même pas mal. Toujours ça de prix. Et tu as un peu de fonds en euros sur... Alors, tu as une assurance vie monosupport, du coup. Ça, c'est une assurance vie que mes parents ont créée pour moi à ma naissance. Donc, j'ai jamais touché. 107 €. Ouais. Voilà, ça n'a pas fait grand-chose. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, c'est plutôt propre. C'est rare quand même d'avoir quelqu'un qui a un plan d'investissement aussi détaillé avec une allocation aussi précise. Pour moi, le plus important, je pense, quand vous prenez vos décisions d'investissement, c'est d'être conscient de ce que vous faites. Si tu as envie de faire de la gestion active, très bien. Là, a priori, tu as des raisons. En tout cas, tu es convaincu par tes raisons. Donc, why not? Et puis, je trouve que tu le fais pour les bonnes raisons. Je me demandais, là, le private equity à 15%, tu voudrais le faire sous quelle forme? Alors, je pense qu'il y a des très beaux fonds aujourd'hui qu'on propose notamment chez Finary One, des fonds notamment de dette privée qui sont à risque modéré, qui peuvent obtenir des rendements assez importants. Avec des tickets réservés aux professionnels. Oui, réservés aux professionnels. Mais en fait, le but du private equity, c'est que donc là, c'est dans un horizon de moyen terme à 10 ans. Je sais qu'à 10 ans, donc j'aurai 31 ans, j'aurai pas besoin de cash tout de suite. Ou je suis prêt à... Parce que le private equity, on n'a pas son argent pendant 5, 7, 10, parfois 12 ans. Et je pense que c'est un âge, 31 ans, où je pourrais me dire, je mets un ticket de 100 000 par exemple, pour de l'argent illiquide, de l'argent que je suis pas prêt de toucher pendant 10 ans, mais il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que le private equity offre en général des rendements supérieurs à la bourse. C'est intéressant. Ça peut être intéressant en termes de diversification. Juste pour finir, tu l'avais vu ton score au début, tu étais aux alentours des 70 côté Finary. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous demander comment calculer votre propre score Finary. On y réfléchit à vous rendre disponible cette méthode. L'équipe travaille dessus dans l'ombre. Du coup, on commence par le budget. Tu gagnes plus que tu ne dépenses,
puisque tu as le petit boost papa-maman, c'est pratique. Tu te payes en premier puisque tu investis tous les mois, ça t'as le bon réflexe. Matelas de sécurité, là c'est un flop puisque tu n'as pas de matelas de sécurité. Non. Donc là tu es en flux tendu, mais bon, en stage, c'est vrai que c'est chaud. Investissement en bourse, c'est validé. Investissement en priorité via le PEA, bon bah non, on a vu que le LVMH, tu peux le mettre dans ton PEA. C'est vrai. D'ailleurs, le PEA, tu pourras le mettre, je pense, dans une banque en ligne pour payer moins de frais. Complètement. Ou chez Trade Republic d'ailleurs. Investissement sur les ETF, ça c'est bon. Minimum d'overlap entre les ETF, ça, quand même bien réfléchi au sujet. Les frais au plancher, c'est pas mal, même si évidemment les calls, les puts, c'est pas gratuit. Hein. Il y a beaucoup de spreads notamment. Bah voilà, c'est comme ça aussi que les banques font leur gras, j'ai envie de dire. DCA tous les mois, bah ça aujourd'hui, est-ce qu'on y est ou pas? On n'y est pas, non. On n'y est pas. On n'y est pas encore. Donc on n'y est pas, mais on y a été. Stock picking, pas plus de 20%, bah ça non plus, c'est pas bon. Alors c'est du option picking, mais bon, c'est un peu pareil. Le CTO, c'est validé. T'as pris date sur une assurance vie dès ta naissance. Bon, je pense que c'est un contrat qui est peut-être pas terrible. Je me demande si c'est pas un contrat mono-support, c'est-à-dire qu'il n'y a que du fonds en euros dessus. Donc à voir, je sais même pas si tu peux mettre des unités de compte. Bon bah ça c'est oui, mais c'est non, parce qu'en fait ça va repartir tout de suite. Bitcoin, Ethereum, en crypto, ça tu en as. Le DCA tous les mois. Dommage que tu continues pas. Ouais, c'est vrai que en fait j'ai plus de rentrée d'argent. Je suis étudiant, donc là je suis en stage, j'ai un petit peu d'argent, mais c'est vrai que j'avais aucune rentrée d'argent. Donc pas moyen d'investir. Pas moyen, non. Investissement en soi, bah oui, parce que tu fais du sport. Vision long terme, alors là, tu sais déjà que tu vas avoir une maison à Annecy dans 30 ans, donc ouais, plutôt long terme. Tu as un objectif clairement défini. Est-ce que tu as optimisé ta fiscalité? Bah pas tant que ça. Je sais pas d'ailleurs si tu es sur le foyer fiscal de tes parents ou pas, mais je pense qu'il y a des petits jeux à faire à ce niveau-là pour leur donner eux une part en plus et toi, finalement, apporter relativement peu de revenus. Donc c'est un bon deal. Ouais. Je vous recommande de regarder ça avec vos parents, ça peut être intéressant. Et patrimoine suffisamment liquide, bah oui, tu as quand même une bonne partie de ton patrimoine qui est liquide. Donc ça nous amène à 73 sur 100. Je sais plus combien avait Antoine, je crois que c'était assez similaire, mais vous êtes au coude à coude. Et finalement, ce qui va vous départager, ce seront les vues et les spectateurs. Donc voilà. Exactement. Dites-nous dans les commentaires si vous avez préféré Jules et Antoine, mais c'est quand même sympa parce que les deux ont été très cool de se prêter à l'exercice. D'ailleurs, si vous voulez que j'analyse aussi votre patrimoine, que vous ayez du private equity ou non, si vous voulez venir dans le studio, et être à la place de Jules et être mis sur le grill, eh bien, vous postulez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. On sélectionne chaque semaine les meilleurs profils. On cherche surtout des profils qui vont pouvoir apporter quelque chose de nouveau pour que collectivement on apprenne à devenir des meilleurs investisseurs. Donc, si ça vous intéresse, vous postulez, vous nous dites si vous voulez venir dans le studio ou pas. Et puis, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle analyse de patrimoine. Merci Jules. Merci Mounir.